En Caroline du Nord, dans le comté de Strokes, il y a un chemin nommé Brook Cove Road sur lequel les habitants de longue date n'aiment pas s'y attarder. Et pour cause, il y avait autrefois une petite ferme familiale des Lawson qui a été le lieu d'un abominable massacre. 8 personnes sont mortes à cet endroit que l'on dit maintenant être maudit et hanté. Surnommée la maison de l'horreur, cette scène de crime, isolée au milieu de nulle part, a longtemps fasciné les amateurs de faits divers, devenant à ses dépens une attraction touristique qui accueillait en nombre les visiteurs téméraires en quête de frissons ou attirés par une certaine curiosité morbide. Après quelques années d'ouverture au public, la maison de l'horreur a fermé ses portes pour tenter de clore dans la région ce sombre chapitre. Car le meurtre des Lawson est l'un des drames les plus choquants et énigmatiques de l'histoire des États-Unis. Le jour de Noël 1929, alors que le reste du pays célèbre la fête de Noël, la petite communauté paisible de Germantown s'apprête à être secouée par un acte de violence d'une rare brutalité. En ce jour de fête, Charlie Lawson fait régner la terreur dans la ferme familiale, décidé à semer le chaos et à ne laisser aucun témoin derrière lui. Les détails de ce massacre, ainsi que les mystères qui l'entourent, continuent à hanter les mémoires, laissant un sentiment de terreur et d'incompréhension qui perdure encore aujourd'hui presque 100 ans après les faits. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête sur l'enchaînement des terribles événements qui ont conduit au massacre de la famille Lawson le jour de Noël 1929. Un Noël pas comme les autres. Nous sommes à Germantown ou Germantown selon les sources, dans le comté de Strokes en Caroline du Nord. C'est l'après-midi du 25 décembre 1929, un peu après 13 heures. C'est le jour de Noël. Il a neigé toute la nuit et le paysage est d'un blanc immaculé avec une couche de neige allant jusqu'à 20 cm par endroit. Dans la ferme où vit la famille Lawson, il règne un silence inhabituel. Tellement inhabituel qu'il en devient inquiétant. Il faut dire que les Lawson sont une famille nombreuse, où l'ambiance à la maison est toujours animée. Entre Charlie le père, Fanny la mère et leurs 7 enfants à la maison, Arthur 19 ans, Mary 17 ans, Carrie 12 ans, Mabel 7 ans, James 4 ans, Raymond 2 ans et la petite Marie-Lou 4 mois. Elijah, l'un des frères de Charlie, le père de famille, accompagné de ses enfants, vient rendre visite aux Lawson pour leur souhaiter un joyeux Noël. Quand il passe près de la grange, il remarque comme une odeur de poudre. Il pénètre dans la maison et là, c'est l'horreur qui les attend. Il retrouve les corps sans vie de la mère de famille et de ses 3 enfants. Ils sont allongés au sol, les bras croisés, la tête posée sur des rochers. Dans la grange, l'horreur se poursuit. Elijah est en état de choc et appelle la police immédiatement. Peu de temps après, Arthur, le plus grand des enfants de la famille, rentre à son tour dans la propriété familiale. Il s'est absenté un moment pour aller en ville acheter des munitions pour la chasse à la demande de son père. Quand il arrive à la ferme, il est accueilli par des policiers qui lui apprennent le drame qui s'est déroulé en son absence. Le jeune homme est dans l'incompréhension la plus totale. Sa mère et ses frères et sœurs sont tous morts. Son père est quant à lui introuvable. Rapidement, dans la petite communauté de Germantown, la nouvelle se répand, sans mauvais jeu de mots, comme une traînée de poudre. Les habitants se déplacent pour voir si la rumeur dit vrai, si la famille Lawson a été décimée. Et alors que les autorités sont là à évaluer la situation sur place et établissent un périmètre de sécurité pour garder à distance les petits curieux, vers 17 h, un coup de feu se fait entendre tout près dans les bois environnants. Le tueur viendrait-il de faire une autre victime ?
un des policiers se précipite dans les bois pour voir ce qu'il s'y passe. Et c'est là qu'il découvre le cadavre de Charlie Lawson, ainsi que 2 notes griffonnées sur du papier. Tout dans cette affaire laisse penser à un meurtre-suicide perpétré par le père de famille qui aurait tué les membres de sa famille un à un avant de mettre fin à ses jours. Et pour comprendre comment on a pu en arriver à une telle issue, nous allons nous intéresser de plus près à la vie des Lawson. Les Lawson, une famille unie. Charles Davis Lawson, surnommé Charlie, épouse Fanny Manring en 1911. Le couple vit à Lawsonville mais déménage quelques années plus tard pour s'installer à Germantown en Caroline du Nord pour se rapprocher de la famille de Charlie qui habite déjà là-bas depuis un bout de temps. Ensemble, le couple a 8 enfants, dont l'un d'eux meurt en bas âge des suites d'une maladie grave dont je n'ai pas trouvé plus d'informations durant mes recherches. En tout cas, les Lawson forment une famille modeste mais unie. Les temps sont durs, mais les parents semblent faire de leur mieux pour subvenir aux besoins de leur enfant. Au début de leur vie de famille, ils louent une ferme de production de tabac. Et petit à petit, ils économisent de l'argent dans le but d'avoir suffisamment de fonds pour devenir propriétaires de leur propre ferme. Un beau projet qui se concrétise en 1927 lorsque le couple achète sa propre ferme située à Brook Cove Road. La grande famille a un terrain et s'installe dans une minuscule maison, décrite dans certains des articles que j'ai lus comme une cabane plutôt qu'une maison. Ils ne vivent pas dans le confort, mais ils sont propriétaires de leur terrain et ça les rend déjà très heureux. Les Lawson sont une famille respectée dans la communauté de Germantown. Charlie est un producteur de tabac réputé et respecté, un homme travailleur. En décembre 1929, en guise de cadeau de Noël, Charlie se met à gâter sa famille. Lui, qui est habituellement un homme économe, les emmène pour une virée shopping en ville à Winston-Salem pour leur acheter à tous plein de belles choses. De nouveaux vêtements, des bijoux, des chaussures, bref, il leur achète tout ce qu'ils veulent. Ils passent ensuite chez un photographe professionnel vêtu de leurs plus beaux vêtements pour immortaliser le moment. Sachant qu'à l'époque, se faire photographier en studio était un luxe, vraiment quelque chose d'inaccessible, destiné aux plus riches, ce qui est étonnant donc venant d'une famille modeste où parfois les fins de mois sont dures et que la famille a du mal à joindre les deux bouts. Avec le recul, on peut se dire que Charlie agit un peu comme si désormais l'argent n'était plus un problème, comme si de toute façon dans quelque temps l'argent économisé ne leur servirait plus à rien. Alors autant en profiter. Comme s'il voulait les rendre heureux avant de faire quelque chose de terrible. Car en effet, cette apparente prospérité cache en réalité un plan macabre. Le matin du 25 décembre, tout commence bien, comme un jour de fête. Marie, la plus grande des sœurs, se lève tôt pour préparer un bon gâteau de Noël glacé au raisin sec. Arthur, l'aîné, part avec son père à la chasse au lapin, une tradition de Noël dans la région. Après plusieurs tirs, les 2 hommes finissent par manquer de munitions, alors le père envoie son fils en ville pour en acheter, car Arthur compte faire une nouvelle partie de chasse avec ses cousins en fin de journée. Arthur s'absente donc, et l'après-midi de ce 25 décembre, vers 16h, Charlie prend les munitions qu'il a soigneusement préparées et cachées à l'avance. Il arme son fusil de chasse calibre 12 et part à la chasse au gibier. Un gibier bien particulier puisqu'il se poste derrière la grange en attendant sa cible. Ses filles Carrie et Mabel qui rentrent de chez leur oncle et leur tante. Dès qu'il les aperçoit, il leur tire dessus, les bat à mort, puis cache leur corps dans la grange. Ensuite, il s'approche de la maison. Il aperçoit Fanny, sa femme, sur le porche. Il s'approche d'elle et pareil, il lui tire dessus en visant la poitrine. Le coup de feu alerte Marie, Raymond et James qui sont à l'intérieur de la maison. Les 3 enfants, terrorisés par ce qu'ils viennent d'entendre, comprennent qu'il se passe quelque chose de grave et essaient de se trouver une cachette.
Malheureusement pour eux, leur père les retrouve et les abat de sang-froid. À ce moment-là, rien ne semble pouvoir arrêter Charlie, pas même les pleurs de la petite Marie-Lou, qui n'est qu'un bébé innocent de 4 mois, puisqu'il la tue elle aussi en la battant à mort. Après avoir abattu tout le monde, il déplace les corps pour les mettre en scène avant de fuir dans les bois pour sauter la vie. La suite, vous la connaissez. Elijah, le frère de Charlie qui fait la terrible découverte, l'aîné qui rentre chez lui et qui découvre la police qui verrouille le périmètre, les curieux qui s'amassent autour de la propriété et l'ultime coup de feu qui est entendu par de nombreux témoins. Cette histoire vraie a énormément choqué à l'époque, et ce pour plusieurs raisons. Le fait qu'un père de famille ait tué toute sa famille, mais aussi le fait qu'on n'ait jamais pu déterminer le véritable mobile de ce crime. Ces questions restées sans réponse ont laissé place à de nombreuses spéculations, et même de nos jours en parcourant des forums parlant de l'affaire, des gens continuent à exposer des théories dont certaines sont parfois farfelues. La question du mobile. La question des motivations de Charlie Lawson demeure sans réponse définitive même à l'heure actuelle. L'homme n'a pas laissé d'écrit pour expliquer son geste, hormis 2 mystérieuses notes adressées à ses parents Nancy et Augustus, où il écrit « Le trouble peut causer et personne à blâmer mais ». Ce sont 2 phrases qui semblent ne pas avoir été terminées et qui n'ont pas véritablement de sens. Et avec ces 2 phrases justement dont on ne saisit pas en fait l'utilité, ça laisse encore plus libre cours à l'imagination et à plusieurs théories. Un déséquilibre mental, des tensions familiales cachées ou peut-être une tragédie résultant de la pression économique et sociale. En tout cas, des personnes qui connaissent Charlie disent qu'il est devenu bizarre après avoir subi une blessure à la tête en labourant la terre. Il aurait reçu comme un coup de pioche. Des connaissances déclarent qu'après l'accident, l'homme est devenu très différent, comme si ce choc à la tête lui avait causé des lésions au cerveau qui auraient changé radicalement sa personnalité. Habituellement prévenant, doux et gentil, Charlie serait devenu froid, impatient et parfois même très grossier. Il se plaint régulièrement de maux de tête, d'insomnie, au point qu'il finit par consulter un médecin, le docteur Elzabek, qui, lui, ne remarque rien d'anormal. Il lui dit que la blessure est superficielle et qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Et pourtant, Charlie, lui, sent que quelque chose ne va plus, et son entourage aussi. Le cerveau de Charlie sera même disséqué et analysé après sa mort à l'hôpital Johns Hopkins à Baltimore dans le Maryland, grâce à l'intervention d'un adjoint du shérif. Mais là encore, le médecin légiste qui l'examine ne décèlera aucune lésion cérébrale pouvant justifier cette théorie de la blessure à la tête qui l'aurait rendu complètement fou. Personnellement, je pense que les conclusions des médecins de l'époque sont quand même à prendre avec des pincettes, parce que à l'époque, la médecine n'était pas aussi évoluée. Alors, il est tout à fait possible que l'on soit passé à côté de quelque chose. Surtout que on connaît quelques cas de personnes dont le comportement a changé après un choc sur la tête. Vous connaissez peut-être ou pas le scandale autour des problèmes cérébraux décelés chez les joueurs de la NFL qui, après avoir reçu durant leur carrière des chocs à la tête, se retrouvent à changer de personnalité suite à ce qui a été défini comme une dégénérescence cérébrale. Certains ont même subitement tué des gens alors que c'étaient des personnes très calmes et qui n'avaient aucune raison de faire preuve de violence habituellement, comme par exemple Philip Adams ou encore Aaron Hernandez. Peut-être que vous connaissez ces affaires-là. J'aurai peut-être aussi l'occasion de vous en parler, de vous faire une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse éventuellement. Il y a eu ensuite des on-dit selon lesquels Charlie avait une relation incestueuse avec Marie, sa fille aînée, et que suite à cette relation malsaine, elle serait tombée enceinte. Quand Charlie aurait appris la grossesse de sa fille, il aurait alors compris que tôt ou tard la vérité allait éclater au grand jour et que lui, un homme respecté et admiré, allait subir la honte. Et il ne pouvait pas supporter le déshonneur et la honte justement qui allait s'abattre sur lui et sa famille. Il aurait à ce moment-là décidé de tuer tout le monde pour leur éviter de subir l'humiliation. Et l'inceste, c'est une théorie qui ne sort pas de nulle part, puisqu'il y a quand même quelques témoignages intéressants
de proches de la famille qui vont dans ce sens-là. Et là, la meilleure amie de Marie explique que cette dernière lui aurait avoué au cours d'une soirée pyjama qu'elle était enceinte de son père. Stella, une cousine de Marie, elle aurait affirmé avoir entendu une discussion entre Fanny, la mère, et d'autres membres de la famille Lawson concernant l'inceste subi par la jeune femme. Vérité ou pas, on n'en saura rien puisqu'apparemment aucune autopsie n'aurait été réalisée sur le corps de Marie pour confirmer ou non qu'elle était enceinte. Pour certains, c'est la ruine de la famille qui a poussé Charlie à, entre guillemets, tuer sa famille par bonté, par charité, pour leur éviter de vivre dans la pauvreté. Car peut-être que vous ne le savez pas, mais le 29 octobre 1929, quelques semaines avant les assassinats, il y a eu un krach boursier à la bourse de New York, plus connu sous le nom du Mardi Noir. Il y a eu une chute vertigineuse des indices de valeur boursière, ce qui a conduit plusieurs personnes à la faillite et à la ruine. Charlie, lui aussi, n'aurait pas été épargné par les difficultés économiques. Et je vais terminer par une dernière théorie que j'ai trouvée de l'ordre du paranormal. Selon certains passionnés de cette affaire, Charlie Lawson cachait le mal en lui et un jour ce mal s'est exprimé lors de la tuerie. D'ailleurs, dans cette affaire, en raison des nombreuses zones d'ombre, j'ai trouvé sur internet plusieurs témoignages sur des soi-disant faits surnaturels qui auraient eu lieu aux abords de l'ancienne ferme des Lawson. Des passants disent avoir vu plusieurs fois des enfants jouer près de l'ancienne maison de la famille et après avoir vu des photos des enfants assassinés, ils auraient compris que ce sont les fantômes des enfants qu'ils ont vus parce que ces enfants-là étaient exactement les mêmes que ceux sur le portrait de famille réalisé quelques semaines avant le massacre. Ensuite, après les meurtres, quand la maison a été définitivement fermée au public, la ville a décidé d'utiliser le plancher de la maison pour construire un pont. Étonnant, mais bon, on ne va pas les blâmer pour vouloir faire du recyclage. Là encore, après la construction du pont, d'autres événements étranges ont été rapportés. Par temps de brouillard, des automobilistes déclarent avoir vu des traces de mains d'enfants apparaître subitement au niveau de la buée sur les vitres de leur voiture, un peu comme si les fantômes des enfants essayaient de les mettre en garde. On y croit ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que ces témoignages ont été fortement influencés par les croyances religieuses de l'époque. Les habitants étaient persuadés que l'âme des Lawson ne connaîtrait jamais le repos éternel en raison de la barbarie des crimes. D'ailleurs, Charlie et toute sa famille ont été enterrés dans une fosse commune pas très loin de Walnut Cove, car l'église baptiste de Germantown refusait que les corps soient enterrés au cimetière du village sur le sol sacré de l'église. Et pour la petite histoire, quand ils ont placé les corps dans la fosse commune, ils ont quand même pris le soin de placer le petit corps de bébé Marilou blotti dans les bras de sa maman. L'affaire a tellement ému le public que des milliers de personnes sont venues assister aux funérailles de la famille. Juste après la tuerie, Marion, le deuxième frère de Charlie, voyant que le drame faisait beaucoup de bruit et attirait beaucoup de personnes fascinées par le morbide, a flairé la bonne affaire. Il a décidé d'ouvrir les portes du domicile des Lawson comme une attraction touristique. Pendant les 5 ans où la maison est restée ouverte, des milliers de personnes ont pu visiter les scènes de crime laissées telles quelles. Le mobilier renversé, les taches de sang sur les murs, un bocal contenant le sang de Fanny ramassé près du porche de la ferme et même le gâteau de Noël préparé par Marie le matin du drame et qui n'a jamais été consommé. Vraiment, l'opportunisme du frère de Charlie me dégoûte. Une famille entière est morte en ces lieux et lui, il trouve un moyen de rendre ça lucratif. Aucun respect pour les victimes. Mais il n'est pas le seul à blâmer, car on sait que le business, c'est la loi de l'offre et de la demande. Alors je suis tout aussi choquée par les visiteurs qui jouent le jeu en allant dans ce genre d'endroit, surtout que je vous ai dit que le gâteau de Marie était exposé dans la maison. Et est-ce que vous savez que certains visiteurs en profitaient pour retirer des raisins secs du gâteau pour garder comme une sorte de souvenir et que finalement le gâteau a dû être mis sous cloche pour éviter ce genre de comportement. Ce gâteau a même été exposé dans divers carnavals.
Franchement, c'est vraiment du délire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un manque de respect total pour les victimes. Et finalement, un des membres de la famille a fini par prendre ce gâteau et l'enterrer. Je pense que cette personne a bien fait, qu'elle en a eu marre de tout ce cirque autour de la scène de crime. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'une partie de l'argent gagné a été reversée à Arthur qui devait rembourser l'hypothèque de la ferme. Donc bon, même si c'est très glauque, très irrespectueux, ça a quand même permis à Arthur de sortir la tête de l'eau financièrement. Concernant justement Arthur, le seul membre de la famille qui a été épargné par Charlie, je me demande comment est-ce qu'il a pu vivre avec ça. On n'a jamais su vraiment pourquoi son père ne l'a pas tué lui aussi. Il l'a en quelque sorte épargné en lui disant d'aller acheter des munitions en ville pendant que lui allait commettre la tuerie. À mon humble avis, Arthur a dû longuement se poser la question, comme les médias et tout le monde au final, et on sait que parfois le syndrome du survivant peut aussi indirectement tuer à petit feu parce que la personne se sent mal, coupable d'être la seule à avoir survécu. En tout cas, pour Arthur, il réussit plus ou moins à surpasser le traumatisme et il fonde une famille à 4 enfants, mais malheureusement, il meurt jeune, à l'âge de 32 ans seulement, dans un accident de voiture. Je voulais terminer en discutant avec vous sur un dernier point. La semaine dernière, je vous ai présenté un autre cas de tuerie familiale chez la famille Simons. Et j'ai remarqué, en écrivant le script de cette vidéo, en faisant mes recherches, quelques similitudes assez troublantes entre les deux affaires, et je voulais partager ça avec vous parce que je me questionne beaucoup sur ces points communs. Je vous mets le lien au-dessus et en barre d'infos pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Ronald Jane Simons. Dans les deux affaires, on a des familles nombreuses. Dans les deux cas, concernant le père, il y avait des allégations de relations incestueuses entre le père et une de ses filles. La fille tombe enceinte et le père se retrouve dans la crainte que ce secret de famille soit révélé au grand jour avec toute l'humiliation que cela va provoquer. Les deux crimes ont été commis pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Et je pense que c'est très symbolique parce que les fêtes de fin d'année, c'est l'idée de se retrouver en famille, dans la joie et la bonne humeur. Alors je ne sais pas si c'est par praticité, dans le sens où c'est le seul moment où le tueur est sûr d'avoir tout le monde sous le même toit pour être sûr de justement ne laisser personne en vie, ou est-ce qu'il faut y voir quelque chose de plus profond avec la symbolique des fêtes de fin d'année? Je ne sais pas. En tout cas, chacun des tueurs voulait mourir après avoir accompli son méfait. Charlie, lui, s'est enfui dans les bois, a fait les 100 pas et a fini par se tirer une balle. Ronald, lui, s'est rendu à la police et a tout fait pour accélérer le processus judiciaire visant à le condamner à mort et il réclamait la peine de mort. Donc pour moi, c'est un peu comme une sorte d'autolyse aussi. Autre similitude que j'ai remarquée, mais cette fois avec une autre affaire, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Charlie a gâté sa famille peu avant les meurtres en dépensant sans compter pour leur acheter plein de belles choses. Et vous le savez peut-être, Xavier Dupont de Ligonnès, avant les meurtres, a dîné en tête-à-tête avec son fils Thomas dans un beau restaurant gastronomique à Angers. Le père de famille a aussi emmené toute sa famille, sa femme Agnès et leurs 3 enfants dans un resto chic pour leur ultime sortie familiale avant les meurtres. Ils ont passé un bon moment tous ensemble, chacun a commandé ce qu'il voulait et l'addition a été bien salée. Dans ces deux affaires, j'ai comme cette impression que le père a voulu faire vivre un moment inoubliable à ses futures victimes, un peu comme s'il voulait s'excuser par avance de ce qu'il comptait faire par la suite. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'avec tous ces points communs entre des faits divers similaires, on retrouve quand même un schéma récurrent dans la chronologie des faits, dans les mobiles, etc. Je pense même que ça mériterait d'en faire une analyse plus poussée. Voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour, j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo sur une affaire qui a eu lieu lors du réveillon du Nouvel An pour rester dans le thème des fêtes de fin d'année. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes, quelle que soit la période de l'année. À bientôt.